Bon, on va reprendre, du coup je vais laisser la parole à Martin Sterkers, donc, qui vient de l'EPAB, pour nous parler des reliquats azotés. Merci. Moi je travaille effectivement à l'EPAB, on travaille sur les problèmes d'algues. Et donc je vais vous parler d'un indicateur qu'on appelle le reliquat azote ou reliquat azoté. Et ces reliquats. Le terme reliquat est un peu trompeur parce que dans la définition de reliquat, c'est ce qui reste. Et les reliquats azote, ce n'est pas uniquement ce qui reste. Ça crée des ambiguïtés, c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. C'est l'azote minéral dans le sol à un instant donné, dans une parcelle donnée. Le reliquat azote, concrètement, ça va être l'azote minéral apporté moins l'azote minéral absorbé par les plantes. Donc ça, c'est effectivement dans l'idée de reliquat. Donc c'est ce qui reste, après avoir coupé par les plantes, ce que l'on a mis. Ce qui reste de ce qu'on a mis après être pompé par les plantes. Et en réalité, on oublie toute une partie, c'est l'azote, la minéralisation de l'azote organique du sol et l'organisation de l'azote du sol. Alors l'organisation de l'azote, c'est l'azote minéral qui redevient organique via les micro-organismes. Donc cette partie-là, c'est la vie du sol. Donc en fait, quand on parle des reliquats, très souvent on oublie l'aspect vie du sol qui va parasiter très fortement donc cet indicateur. Alors l'organisation de l'azote, c'est la possibilité de l'azote minéral du sol de redevenir organique. Et c'est très très souvent oublié, donc c'est pour ça que j'insiste. Alors la vie du sol, on va la considérer dans un premier temps comme une boîte noire. Il y a les plantes donc, qui sont sur le sol, et on va apporter une fertilisation qui va compenser les exportations d'azote. La fertilisation, elle est essentiellement là, dans cet objectif-là. Si on n'a pas d'exportation d'azote, à ce moment-là, cet azote revient naturellement sur le sol. Et il y a des risques de lixivation, donc c'est des fuites d'azote, ici. Et ce risque de lixivation est essentiellement lié aux excès d'apport de fertilisation par rapport aux besoins, aux exportations. Et donc ça c'est très important parce que pour l'instant on n'a pas parlé de la vie du sol pour expliquer la lixivation. La lixivation, c'est une pression azotée qui est supérieure, qui est trop forte par rapport aux exportations. Alors on va quand même rentrer dans la vie du sol. La vie du sol, c'est de l'azote organique. L'azote est extrêmement présent dans le sol sous forme organique et peut devenir minéral et redevenir organique. Alors l'azote minéral, c'est quand même très important dans le sol parce que les plantes se nourrissent essentiellement, enfin ils se nourrissent uniquement d'azote sous forme minérale. Les plantes, une partie va être récoltée, une autre partie, non négligeable, va redevenir en azote organique, donc le racinaire et les tiges, les racines et les tiges. Donc quand on voit les quantités de circulation d'azote dans la partie sol, elles sont très importantes et comparables, voire dépassant largement la fertilisation, surtout que là on a mis une fertilisation qui est assez élevée, donc c'est lié à des rendements élevés et surtout une fertilisation minérale uniquement. Et donc, je n'ai pas changé ici, par la vie du sol, les risques de fuite. Les risques de fuite sont essentiellement liés à une pression azotée élevée. Donc, dans la partie minérale, vous avez deux parties azotées, une partie ammoniac et une partie nitrate. Alors, il y a un qui est positif, et le côté positif lui permet d'être fixé dans le sol. Et l'autre est négatif, et ça c'est embêtant parce qu'il n'est pas fixé dans le sol. Et c'est pour ça que c'est sous cette forme-là qu'on a des fuites. Si tout était positif, ça resterait dans le sol comme le phosphore, et on n'aurait pas notre problème d'algues vertes et le problème de nitrate. Alors, l'inconvénient aussi, c'est que cette forme de nitrate est fondamentale, parce que c'est sous cette forme-là que les plantes vont absorber de l'azote. Donc si on n'en avait pas, on n'aurait pas de fuite, mais on n'aurait pas de plantes non plus. Donc le reliquat, à proprement parler, c'est la mesure de ce nitrate dans le sol.
Alors vous voyez tout de suite qu'il n'y a pas de relation directe avec l'excès de fertilisation et avec la liquidation parce qu'il est extrêmement perturbé ou augmenté ou diminué par la vie du sol. Alors, le reliquat dépend de la dynamique de minéralisation, donc la capacité de transformer l'azote organique en azote minéral. Cette dynamique de minéralisation dépend des conditions climatiques, notamment il faut qu'il fasse doux et humide. Et ça, c'est très fréquent ici, dans la baie d'Ordonnay, donc on a une dynamique de minéralisation qui est forte. Il n'y a pas de période précise et pas de quantité précise parce que c'est très variable. Ici, vous avez une dynamique, alors vous avez plusieurs types de cultures, céréales, maïs et maïs, céréales et prairies, sur 5 parcelles en moyenne, voire 6 parcelles pour les prairies, et vous avez une dynamique de minéralisation une année qui monte à 200 kg, 280 kg de minéralisation sur le maïs, qui s'arrête assez tôt, et l'année suivante, vous avez une dynamique sur le maïs qui est beaucoup plus importante, avec une minéralisation jusqu'à 600 kg d'azote organique qui devient minéral. Et avec une organisation de cet azote ou une absorption par les plantes. Mais vu la quantité, il y a forcément une organisation de cet azote. Donc on a des situations très dépendantes, très différentes d'une année à l'autre, dépendantes de la partie climatique. Donc ça, ici, c'est un reliquat azote. Si vous avez mesuré le reliquat azote, vous le mesurez à différentes périodes, vous voyez que ça bouge énormément. Alors, il faut avoir des reliquats azote qui soient un peu plus explicatifs que ces montagnes russes. Et donc, on a défini plusieurs reliquats suivant les périodes de l'année. Donc, il y en a 3, principalement 3. Il y a le reliquat post-absorption, le reliquat début drainage et le reliquat sortie d'hiver. Alors, le reliquat post-absorption, c'est le reliquat quand la culture n'absorbe plus l'azote. Il est censé mesurer l'azote excédentaire, apporte moins besoin. Mais comme je viens de le dire, ça fait fi de tout ce qui est minéralisation organique, de l'azote organique du sol, déjà pendant le sol. Donc ça va perturber fortement cet indicateur. Le RDD, c'est le reliquat début drainage, donc c'est juste avant le drainage, c'est supposé mesurer l'azote potentiellement qui va fuir potentiellement. Mais c'est pareil, il va y avoir toute une activité dans le sol qui peut très fortement perturber cet indicateur et avoir une valeur qui ne va pas du tout représenter l'azote potentiellement décimale. Après, vous avez le reliquat sortie d'hiver. C'est un reliquat qui est fait au moment de la minéralisation, enfin juste avant la minéralisation de printemps. C'est censé mesurer l'azote disponible après l'hiver pour les cultures, mais c'est pareil, encore une fois, il est extrêmement dépendant de la vie du sol, de la reprise d'activité du sol. Il faut savoir que nous, avec le climat doux et humide que l'on a, il n'y a pas en fait d'arrêt d'activité du sol, il n'y a pas vraiment d'hiver. D'ailleurs, si les choses poussent moins en hiver, c'est plutôt lié à la période de soleil, plutôt qu'aux températures et à l'humidité. Enfin, il y a un indicateur qui parfois est utilisé, enfin qui voudrait être utilisé, c'est le RDD ou RSH, la différence entre les deux, qui voudrait représenter les risques de fuite d'azote en hiver. Mais encore une fois, sous nos climats, vu l'imprécision des deux et la vie du sol qui va parasiter ces deux indicateurs, on aura un indicateur qui va être très peu fiable. Donc, le reliquat mesure essentiellement l'azote minéral du sol à un instant donné pour une parcelle donnée. Alors, on va me dire, à quoi ça sert de faire des mesures de reliquat? Alors, ça n'a pas été fait dans ce souci-là, ça a été fait dans un souci d'évaluer, en fait, si c'était expérimental. Ce n'était pas dans un souci de mesure précisément. Et donc on a utilisé cet outil-là un peu arbitrairement. Et donc on va voir en plus que non seulement à la parcelle, il est difficile à expliquer comme mesure, mais en plus au niveau fiabilité, précision, il est très faible. Donc si on répète cette même parcelle, une mesure de reliquat, on risque d'avoir des différences de plus ou moins 50%. Donc ici, c'est la chambre d'agriculture qui avait fait ces essais-là.
on a une répétition de 3 mesures sur la même parcelle. Donc ici, on avait 200 kg, un peu plus de 200 kg de reliquat en RDD, et on était monté jusqu'à 550 kg, la 3e mesure. Donc ici, vous avez une deuxième parcelle qui variait entre 110, on va dire, et 380, etc. Donc là, vous avez une succession de parcelles qui ont une variabilité, alors qui diminue avec l'amplitude du reliquat, forcément, mais qui est en proportion de plus ou moins 50%. Donc sur une même parcelle, un reliquat mesuré à 100 kg d'azote par hectare peut varier en réalité entre 50 et 150. Donc on a une imprécision du reliquat. Donc on a à la fois un reliquat qui mesure quelque chose extrêmement parasité par la vie du sol, et en plus qui est très imprécis. Alors il est possible d'améliorer la précision en répétant le nombre de mesures sur la même parcelle à la même date. Mais c'est déjà coûteux et compliqué de faire une mesure, alors en faire 10, qui serait à peu près nécessaire pour avoir une bonne précision, c'est impossible, à l'échelle de l'usage. Donc ça se fait expérimentalement, à l'échelle de l'usage, c'est très facile. Donc l'effet de date en plus est très problématique, parce que vous avez des reliquats qui peuvent varier, comme on a vu tout à l'heure dans le graphique, très rapidement selon la date. Et en 2023, la campagne de mesure des reliquats début de drainage sur maïs a été mesurée dans les premières semaines autour de 110 kg d'azote par hectare, et 30 jours après, un mois après, il n'était plus que de 20 kg. Alors ici, vous avez les mesures le premier jour pour le maïs, de reliquats sur le maïs, et 30 jours plus tard, la moyenne sur le dernier jour de mesure. Donc toutes les parcelles qui ont été mesurées 30 jours plus tard étaient autour de 20 kg de reliquats, et toutes les parcelles mesurées au début de la campagne étaient autour de 120 kg de reliquats. Là, c'est sur quel mois? C'était octobre, je pense, début de drainage, mais là, l'activité du sol a conduit à une diminution du reliquat sur l'ensemble des parcelles. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire des corrections, mais c'est introduire à l'échelle de la parcelle une imprécision supplémentaire sur la valeur réelle de la parcelle. Donc, c'est pas exploitable en tant que tel à l'échelle de la parcelle. Alors, le reliquat, quand même, comme je le disais tout à l'heure, il a quand même une fonction, c'est-à-dire qu'il a été utilisé pour faire des statistiques, en fait, pour utiliser statistiquement sur des grands nombres, sur un grand nombre de cas, pour voir les tendances. Mais il n'est pas utilisable à la parcelle. Il y a trop de variabilité, il est trop imprécis à la parcelle. La variabilité naturelle du reliquat masque très fortement cette tendance. Donc ici, c'était une synthèse de données expérimentales dans des champs. Donc ici, vous avez une surfertilisation entre 0 et 300 kg de surfertilisation des cultures, et ici une sous-fertilisation entre 0 et moins 300 kg d'azote. Donc ici, on est stable. Donc si on regarde en tendance, le reliquat ici est noté de 0 à 200 kg, c'est à peu près stable, avec une forte variabilité quand on est en sous-fertilisation. Et ici, on voit que ça augmente, mais il y a encore des reliquats qui restent très bas, malgré des surfertilisations importantes. Il faut savoir que maintenant, les surfertilisations, ça c'est des surfertilisations qui peuvent être expérimentales, donc poussées à l'extrême, mais les surfertilisations sont plutôt autour de 50 kg, rarement à des surfertilisations aussi élevées que ça. Et il y a quand même des cas, effectivement, de reliquats qui sont quand même très élevés quand on a des fertilisations élevées. Mais si on regarde au niveau des niveaux d'équilibre, des fertilisations équilibrées, on a des reliquats, alors ça c'est des RPA, reliquats post-absorption sur céréales, on a des reliquats qui sont très très variables. Donc si on est à 20, on va dire c'est bien fertilisé, si on est à 120, on va dire c'est mal fertilisé alors que ça a été fertilisé correctement. Donc on ne peut pas conclure. Par contre, si on fait des moyennes, on va commencer à avoir des courbes qui sont assez significatives. Donc, sur des grands nombres, on peut conclure. Sur une parcelle, on ne peut pas conclure. Le reliquat très élevé sur une parcelle peut indiquer une surfertilisation quand même. Donc, si on arrive à un reliquat très élevé, on va dire peut-être qu'il y a une surfertilisation. Mais et là, c'est très souvent
la conclusion qu'on en dit, c'est que c'est la faute de l'agriculteur, mais c'est très réducteur de l'attribuer automatiquement à une surfertilisation pour mauvaise gestion de l'azote. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent expliquer une surfertilisation. D'abord, on n'est pas sûr que ce soit une surfertilisation, mais même si éventuellement c'est une surfertilisation, ça ne sera pas non plus forcément à cause d'une mauvaise gestion d'azote. Donc le reliquat faible sur une parcelle n'indique pas un équilibre de la fertilisation, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc il n'est pas forcément pertinent de limiter les diagnostics de fertilisation aux parcelles à reliquat élevé. C'est pas parce que vous avez un reliquat faible que vous avez une fertilisation correcte. Donc ça veut dire qu'en fait la surfertilisation elle peut concerner presque tout le monde. Puisqu'en fait on a des reliquats qui sont relativement potentiellement élevés à peu près chez tout le monde. Les reliquats fréquemment élevés sur un territoire, donc là on reste plus sur une notion de territoire, donc sur une notion de globalité, laisserait supposer que la minéralisation du sol est supérieure au nord. Donc ça laisserait supposer qu'on serait plus dans une situation structurelle de disponibilité en azote minéral par le sol lui-même que par des erreurs de gestion de l'exploitant. L'approche SOLED, donc, est une approche qui nous permet d'estimer la minéralisation du sol à l'échelle de la parcelle et donc de réajuster aux besoins de la fertilisation. Donc là, on prend en compte cette possibilité-là d'une surfertilisation qui serait liée en grande partie au territoire, liée à son douceur et à son humidité permanente, qui permet cette très bonne minéralisation. Donc, la corrélation entre RDD et lixiviation est mal connue. Ça, c'est embêtant parce que on utilise les reliquats quand même dans l'idée de savoir s'il va y avoir des risques de fuite, mais on ne connaît pas cette relation, en l'occurrence. Par contre, ce qu'on connaît, c'est qu'il y a bien, en cas de surplus de l'azote, des risques de lixivation. Donc ici, vous avez un schéma un peu compliqué, mais qui explique quand même assez bien les choses. Ici, vous avez le surplus de fertilisation azotée. Donc, si vous mettez 20 kg de trop, 40 kg de trop, 60 kg de trop d'azote par hectare, vous risquez d'avoir des fuites d'azote qui sont de 20, 40, 60, etc. kg d'azote par hectare et par an. Donc, quand vous avez des terres en culture que vous sous-fertilisez et qu'il n'y a pas de couvert après, vous avez quasiment autant de fuites que d'excédents. Si vous avez des sipans, c'est-à-dire des couverts hivernaux, ou si vous avez une prairie, vous avez un temps de latence avant qu'il y ait des fuites. C'est-à-dire que si vous avez une accumulation de surplus d'azote, vous allez à un moment avoir des fuites. Donc il y a bien une relation forte entre le surplus d'azote, c'est ce que je disais tout à l'heure, et la lixivation. Donc c'est bien lié, le surplus d'azote crée bien effectivement les fuites d'azote. Un excès d'azote répété année après année conduit inévitablement à des fuites d'azote. L'approche globale des reliquats du territoire montre que l'on est potentiellement structurellement en situation de surfertilisation. Donc même si on fait bien, c'est-à-dire même si on fait selon les règles, il est possible que les règles nous permettent de fertiliser trop. Ce n'est pas du tout impossible. Donc ça, on est en train de tester ça, on est en train de faire le test là-dessus. Et l'interprétation du reliquat à la parcelle reste très aléatoire. Donc voilà, je vous remercie. S'il y a des questions. Est-ce que dans le cadre de ces mesures, vous pouvez discriminer les dates d'apport d'azote minéral qui pourraient, le cas échéant, avoir une conséquence sur des reliquats élevés en fin de cycle, par une malabsorption liée à une sécheresse, par exemple, ou des excès de chaleur, ou à l'inverse, des baisses de température excessives? Alors, les reliquats sont... Alors, si on le fait sur des grands nombres, on trouvera certainement, effectivement, ce genre de remarques. Mais à l'échelle d'une parcelle, il y a trop de choses qui se passent, c'est trop multifactoriel. On ne peut pas le relier à l'échelle de la parcelle. Mais c'est sûr que si on met une fertilisation trop tardivement, il y a des, comme le fumier par exemple, il y a des risques qu'il y ait une minéralisation tardive.
Mais ça, on le sait. Mais en fait, on ne va pas redémontrer, on ne peut pas redémontrer à l'échelle de l'exploitation. On n'a pas les outils pour le faire et on ne le verrait pas parce qu'il y a trop de variabilité. Mais donc on sait ça qu'il faut effectivement mettre les fumiers à la bonne date et mettre les lisiers à la bonne date. Ça fait partie des bonnes pratiques. Après, tout le monde, à peu près, tous les agriculteurs le savent, ont intérêt à le faire d'ailleurs. Quand c'est pas fait, c'est plutôt pour des questions pratiques. Donc c'est d'arriver à trouver comment, au niveau pratique, arriver à concilier, qu'est-ce qui bloque les bonnes pratiques. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Beaucoup plus que sur le rabâchage il faut faire des bonnes pratiques, etc. Est-ce qu'il y a une disponibilité, par exemple, des tonnes à lisier au moment où il faut les prendre les lisiers? Certains attendent, et parfois attendent très longtemps d'ailleurs.